Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du débrief où cette fois-ci on va parler de Horror Arkham JCE et ça c'est particulier. Donc je vais dire tout de suite le JCE ce que c'est les jeux de cartes évolutifs. C'est-à-dire la différence des jeux de cartes à collectionner, comme Magic par exemple où on va acheter des cartes, on va avoir des boosters avec au hasard des cartes dedans donc il va falloir acheter beaucoup de cartes pour espérer avoir les cartes qui nous intéressent. Les jeux de cartes évolutifs c'est bien, c'est qu'on achète une seule boîte et on a tout ce qu'il faut pour jouer. Et là, c'est le cas, donc c'est un jeu de deck building Ouais. dans l'univers de Cthulhu. De Cthulhu, des écrits de Lovecraft au sens large. Voilà, parce que j'ai avec moi un spécialiste du jeu, Un fan, on va dire plutôt. et donc il va tout nous expliquer, tout nous dire. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'est pas un jeu tout neuf. Il est sorti en 2016. Aujourd'hui, c'est un jeu qui a déjà pas mal d'extensions parce qu'il y a déjà trois grosses boîtes d'extensions. Qui sont sous forme de campagne en fait. Voilà, en fait, auxquelles vont se rajouter chaque boîte d'extension va être les deux premiers scénarios, voire le premier scénario de la campagne. Et ensuite, on va acheter des paquets supplémentaires, chaque paquet correspondant en fait au scénario suivant dans la campagne. Donc le modèle est le suivant, on a la boîte de base de la campagne, et ensuite on a 6 paquets à acheter pour avoir la campagne complète, en fait, avoir les 7 ou 8 scénarios de la campagne. Voilà. Tout ça pour deux joueurs. Évidemment, si on rachète des boîtes, on peut aller jusqu'à 4 joueurs Alors ouais, maximum. c'est un jeu qui se joue, qui peut jouer seul, comme beaucoup de jeux coopératifs dans cet univers-là. Et c'est un jeu qui peut potentiellement être joué jusqu'à 4 joueurs. La boîte de base permet de jouer à 2 joueurs. Le, c'est vraiment dû à la manière dont fonctionne le deck building, dont on parlera tout à l'heure, qui fait que c'est limité à 2 joueurs pour une boîte de base. Voilà. Parce que là, on est donc sur du deck building, c'est-à-dire qu'en fait, on va incarner un enquêteur, un personnage, Un investigateur, ouais. un investigateur, et on va Pour corriger visiter les des termes. lieux. Oui, c'est pour ça qu'il est là, vous avez pour une fois une vidéo de qualité, peut-être chez Udemy, avec pas moins d'approximation qu'habituellement. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'on va avoir un deck qui représente ce personnage. On va avoir des lieux, des zones à visiter et une enquête à mener en fait. Voilà. Ça c'est grosso modo comment ça fonctionne. Et alors, et aussi comment ça fonctionne, c'est-à-dire que déjà au niveau de l'univers, on va retrouver très classiquement Amérique des années 20, Nouvelle-Angleterre, et c'est tous ces lieux en fait qui font l'univers des écrits de Lovecraft, d'une part. D'autre part, on va retrouver en fait des personnages qui ont qu'on connaît déjà en fait de par leur apparition dans des autres jeux de la même licence, enfin du même univers, on va dire. Donc des personnages qu'on aura vus dans Les Demeures de l'Épouvante, qu'on aura vu dans Horror Arkham, le jeu de plateau, et dans Les Contrées de l'horreur. Tout ce Donc qui est avec le mythe de Cthulhu. tout ce qui est le mythe de Cthulhu, avec les mêmes illustrations. Alors, un mot sur les illustrations. Un des gros points forts de ce jeu, c'est justement les illustrations qui sont vraiment très très soignées et très classe. Ouais, très C'est immersive. vraiment, c'est vraiment de belles choses. Après, c'est pas à mettre, c'est quand même un jeu 14+, parce que bon, voilà, on est quand même dans un univers horrifique. C'est un peu glauque. Ouais, mais c'est pour ça qu'on aime bien jouer. Et aussi, assez classiquement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux du mythe, en fait, c'est que on va avoir les joueurs qui vont jouer et après on va avoir la revanche du mythe qu'on a en fait dans ce type de jeu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va piocher, et ce que je dis, ça s'applique vraiment à tous les jeux dans cet univers. On va piocher des événements qui vont faire que va y avoir des choses négatives qui vont nous arriver sur le coin de la gueule. Il va Sou- falloir qu'on. Souvent des bestioles, pas gentilles, qui Alors, apparaissent, qui vont soit nous bloquer dans la zone où on est. souvent des bestioles, mais je dois avouer que par rapport au scénario que j'ai joué, c'est une bonne répartition. Ça veut dire que va y avoir des bestioles, mais il va y avoir bien souvent des choses qui vont nous bloquer, qui vont nous empêcher de faire des actions, qui vont nous paralyser, qui vont nous demander, qui vont être des handicaps jusqu'à ce qu'on réussisse un test. On peut parler un petit peu des tests aussi. C'est un jeu dans lequel je trouve que la partie aléatoire est beaucoup mieux maîtrisée que dans les autres jeux de la licence. À savoir qu'on a donc en fait un sachet de jetons qu'on appelle les jetons du chaos. Et en fait, c'est en piochant ces jetons et en additionnant le score qui est visible sur le jeton avec sa compétence qu'on va pouvoir
déterminer en fait la réussite de cette action par rapport à une difficulté donnée. Et en fait, je trouve que c'est assez intéressant parce que par rapport au fait de classiquement rajouter un dé supplémentaire, ce qu'on fait assez classiquement dans les autres jeux, là en fait, comme on va avoir décidé d'une difficulté et donc d'une probabilité en début de partie, en fait, du coup, il y a Il y a de l'aléatoire, mais plus maîtrisé, quoi. beaucoup plus maîtrisé. Et puis quand on passe d'une compétence de 3 à une compétence de 4, ça veut vraiment dire quelque chose dans le jeu, quoi. Ça implique vraiment un score de... Enfin, une potentialité de réussite qui est vraiment différente d'un investigateur à l'autre. C'est ça. Donc Et c'est on vraiment... parlait d'un investigateur à l'autre. Il y a aussi le fait qu'on a un rôle à jouer. C'est-à-dire que moi, dans les parties que j'ai faites, j'étais plutôt un peu, entre guillemets, bourrin. J'avais des pouvoirs un peu. Donc c'est plutôt moi qui allais au contact quand il y avait besoin. Et j'avais plutôt les copains qui eux, allaient plutôt fouiller, chercher des indices. Et donc ça aussi, je trouve que c'est bien rendu. C'est-à-dire que vraiment, le deck qu'on a, en tout cas moi sur les parties que j'ai jouées, va vraiment influencer ta manière de jouer et ton rôle. C'est pas juste en fait tout le monde est substituable l'un à l'autre, pas du tout. Selon ton deck, c'est vraiment tu vas pas faire la même chose. Moi je l'allais pas fouiller par exemple. Ou alors exceptionnellement. Effectivement, et c'est là que c'est très important, et c'est là que c'est vraiment pour le coup un jeu coopératif, c'est que ça l'est parce que effectivement les personnages sont très typés, donc en fait il y a 5 classes qui vont vraiment orienter la manière dont on va gérer le deck building et la manière dont on va jouer les personnages et les rôles qui vont s'instituer en fait dans l'équipe d'investigateurs qu'on joue à 2 ou qu'on joue à 4 ou qu'on joue à 3. Mais vraiment, ça va vraiment conditionner en fait les rôles qu'on va tenir l'aventure et la manière dont on va se stuffer, organiser les actions et aussi, comme c'est un jeu coopératif aussi, on va pouvoir décider entre nous de l'ordre dans lequel on va jouer. Donc il y a une phase d'investigateur en fait où on va faire nos actions et pendant cette phase-là, on a 3 actions. Pendant cette phase-là, on décide en fait dans l'ordre dans lequel on va jouer collectivement, de manière à ce qu'on puisse se sortir d'une situation le plus efficacement possible. Donc potentiellement, bon, mais j'ai un monstre qui a popé, toi tu es l'homme d'armes ou la femme d'armes, peu importe, qui est potentiellement là pour m'aider pendant que moi je suis plutôt à essayer de trouver des indices, etc. Et donc je vais t'inciter à jouer en premier, de manière à ce que je puisse pouvoir derrière dénouer le mystère et pouvoir avancer dans le scénario. C'est ça, soit changer de zone parce qu'il y a un système aussi où je me souviens que parfois on était bloqué, on pouvait pas sortir tant qu'on avait l'ennemi sur nous. Il y avait quelque chose comme ça qui Alors certains oui, ennemis on sont rentre, contraignants. alors là on rentre dans les détails de règles parce que les ennemis, bon, moi contrairement à ce que j'ai pu entendre, je trouve quand même que vraiment maîtriser les mécanismes du jeu, ça demande de rejouer la même partie, le même scénario, beaucoup de fois, de le faire jouer, de le réexpliquer, de l'expliquer à des gens, de le jouer soi-même, mais aussi de l'expliquer à des gens, ce que j'ai eu la chance de faire. Et c'est là qu'on comprend toutes les subtilités et qu'on comprend comment jouer ces personnages en fait. Parce que si on n'a pas été dans cette situation de pouvoir jouer tous les personnages, j'ai tendance à dire, c'est comme dans un jeu de baston, ça sert à rien de savoir jouer son personnage, il faut tous les connaître. Et là, c'est vraiment, si on veut vraiment pouvoir optimiser en fonction du nombre de joueurs qu'on est et des investigateurs qu'on va avoir la possibilité d'incarner, il faut vraiment connaître toutes les possibilités de chacun en fait et qu'on se mette d'accord là-dessus. Et moi justement, moi j'ai fait le jeu de base et j'ai fait la première campagne. Mhm. Donc c'est J'ai fait que Dunwich. ouais, j'ai fait que du deck préconstruit. Toi donc du coup tu as dû préparer les decks. C'est quelque chose voilà, qui est bien fait dans le jeu, qui est intéressant. Alors en fait, pour la petite histoire, moi, comme j'ai un côté un peu, comment dire, inventaire, on va dire, je me suis fait mon petit fichier Excel où je me suis basé en fait sur des sites qui sont des aides au deck building et qui recensent de la boîte de rangement les avec des cartes. petits intercalaires. Exactement, mais j'attends la nouvelle là, qui va sortir bientôt. J'attends impatiemment pour pouvoir dépuncher des extensions que j'ai déjà achetées mais que j'ai pas encore dépunchées. Enfin, petite parenthèse. Mais effectivement, quand on rationalise en fait la manière dont sont proposés les decks de base
dans la boîte de base, c'est très simple en fait. C'est très simple, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir 5 personnages. 5 personnages, chacun de ces 5 personnages ont une classe mineure, une classe majeure. Donc le gardien, sa classe majeure, c'est le gardien. Sa classe mineure, c'est le chercheur. C'est le personnage en fait de base qui est proposé dans les règles de base pour pouvoir faire une partie seule quand on débute le jeu en fait, parce que c'est un personnage qui est polyvalent, qui sait se battre, mais qui sait trouver des indices et qui correspond en fait aux besoins qui vont devoir être remplis pendant le scénario de base. Et en fait, on se rend compte que des cartes gardiens, il y en a 10. Des cartes chercheurs, il y en a 10. Des cartes mystiques, il y en a 10. Des cartes survivants, il y en a 10. Des cartes truands, il y en a 10. Et ça, ce sont les 5 classes. Et en fait, chaque personnage, chacun des 5 personnages, en fait, c'est 2 traits qu'on couple dans son deck de base. À ça, on va ajouter 10 cartes neutres qui peuvent être intégrées dans n'importe quel paquet. Et ensuite, c'est là, bon, on est passé rapidement sur le jeu, mais pour le coup, je parle de la partie du jeu dans le jeu. Le jeu qu'on fait entre les parties, c'est justement comprendre comment optimiser son deck, comment pouvoir trouver les meilleures combinaisons de cartes et comment, en suivant en fait les traits de son personnage et sa classe de base avec ses restrictions, parce que chaque personnage en fait a des restrictions, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir les cartes les plus puissantes dans sa classe majeure, mais des cartes moyennement puissantes dans dans sa classe mineure. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, mais comme on joue en campagne, on va faire plusieurs histoires avec les mêmes personnages. Et il y a ça que j'avais trouvé ça malin, c'est qu'il y a des cartes qui sont beaucoup plus puissantes, mais qu'on ne peut pas avoir dès le début. Exactement. Forcément. Donc on va monter aussi en puissance au fur et à mesure de l'aventure. Ça aussi, je trouve que c'était très bien retranscrit. Alors ça, c'est un truc, à partir du moment où tu commences à comprendre comment est foutu le deck building, justement, tu vas commencer à récupérer toutes tes cartes de toutes les extensions qui vont être de niveau 0, qui vont te permettre de constituer des decks de base. Tu vas les classer par classe, et après à côté tu vas mettre toutes les cartes que tu vas pouvoir gagner au fur et à mesure des scénarios en jouant normalement, c'est-à-dire en respectant les règles quoi. Et pas en se mettant les cartes les plus puissantes dès le début, mais ouais, et c'est là en fait que je dirais que la boîte de base est vraiment une introduction, et ça reste quand même un jeu si on veut en profiter par tous les aspects. Il faut se dire, bon, je vais acheter la boîte de base, je vais apprendre à jouer, mais d'abord je suis intéressé par le mythe, je suis intéressé par les écrits de Lovecraft, j'ai lu des écrits, c'est un monde parce que l'univers est très plaît. bien retranscrit. Voilà, à ce niveau-là, c'est très très bien. Et ensuite, derrière, je vais m'y tenir en fait. C'est-à-dire que je vais acheter les extensions, je vais acheter les scénarios supplémentaires, parce que même dans un petit paquet scénarios supplémentaires à 15 balles, tu vas avoir 2-3 cartes en fait, de niveau 0, que tu vas pouvoir intégrer dans ton deck de base et qui ne sera pas proposé parmi les propositions de deck de base qui correspondent à chacune des campagnes en fait. C'est-à-dire que potentiellement, tu pourrais jeter des cartes qui sont proposées dans les decks de base et prendre ces cartes-là à la place. Et donc, du coup, si on veut vraiment commencer à faire du deck building intéressant, ça implique d'acheter tous les scénarios de la campagne à l'avance, de récupérer toutes les cartes en fait pour une classe donnée qu'on va vouloir incarner, et là commencer à faire son deck building avant de commencer la campagne. Ce qui est intéressant, enfin ce qui est conseillé, c'est de partir, de commencer une nouvelle campagne avec un nouveau personnage, de manière à avoir à chaque fois, en chaque début de campagne, un personnage à nouveau 0. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de changer de personnage, mais juste de réinitialiser son deck en sortant toutes les cartes qui auront été acquises. On n'en a pas parlé, mais en fait, en fonction de la réussite et de ses succès pendant un scénario, donc en termes de lieux visités, en termes de monstres qui auront été terrassés pendant la partie, on va avoir des points de victoire, qui ne sont pas du tout des points de victoire dans les jeux allemands, mais qui sont des points d'expérience très classiquement à la jeu de rôle. Et ces points d'expérience-là vont pouvoir permettre d'acheter des cartes. Donc très classiquement, une carte de niveau 1 coûte 1 point d'expérience, une carte de niveau 2 coûte 2 points d'expérience. On fait un scénario de base, chaque joueur va avoir entre 4 et 6 points d'expérience en fait, chacun, et avec ces 4 et 6 points d'expérience, il va pouvoir aborder le scénario suivant en ayant potentiellement acheté des cartes ou avoir choisi
de les garder, de garder ses points d'expérience pour pouvoir acquérir des C'est ça cartes qui est plus intéressant puissantes plus tard. de faire ses propres choix, c'est-à-dire que c'est coopératif, il y a des moments où on va quand même pouvoir choisir nous-mêmes comment on veut aborder la suite de l'aventure, en fonction soit de ce qui vient de se passer, soit ce qu'on imagine qui pourrait arriver. Alors justement, par rapport à ça, il y a un côté legacy, c'est-à-dire que les décisions qui ont été prises pendant une partie auront une influence sur les parties suivantes. C'est pour ça que C'est des si on veut décisions vraiment... koh c'est irrévocable. C'est pour ça que si on, ce qui est intéressant en fait, si on veut vraiment avoir toutes les visions possibles d'un scénario, déjà il y a une difficulté qui est modulable. Donc on va choisir une difficulté. En fonction de ça, on va Parce que constituer. le jeu est quand même difficile. Le jeu est quand même à la base difficile, mais à partir du moment où on commence à comprendre les mécaniques du jeu, les contraintes, le fait qu'on puisse jouer dans l'ordre, parce que ce sont des choses qu'on ne comprend pas toujours tout de suite au début de la partie. On a tendance à croire, quand on commence à aborder le jeu, que en fait, c'est toujours l'investigateur principal, celui qui aura été nommé investigateur principal pendant la partie, qui va jouer en premier. Il n'en est rien. En fait, on est dans un jeu coopératif, on joue quand on veut, on organise nos actions quand on veut. La seule contrainte, c'est que celui qui va jouer en premier va faire ses 3 actions. Puis après, celui qui va jouer en deuxième va faire ses 3 actions. Voilà. C'est la seule contrainte qu'on a. Mais à part ça, au fur et à mesure, effectivement, qu'on comprend, qu'on connaît déjà le scénario, parce qu'on sait que quand on a déjà avancé dans un scénario, on va avoir des événements qui vont se passer, qui vont faire que, on sait que, par exemple, les monstres qui étaient avec nous, ils vont dégager. Donc c'est peut-être pas la peine de s'emmerder à les buter. Si on sait que si on arrive à faire ça, et bien à ce moment-là, ça finit cette zone-là et on va pouvoir s'échapper tranquillement. Donc du coup, on va Il y a un connaître. petit côté stratégique, c'est-à-dire que Voilà. typiquement, quand on sait qu'il faut atteindre telle salle pour valider le truc, tiens, tempère de ce côté. Pendant ce temps-là, on fait ça, on valide. Ouais, Ça aussi, exactement. c'est intéressant. Moi, j'avais parlé déjà de ce jeu dans la vidéo sur Cannes, puisque le jeu, on va le répéter, il a été nommé pour l'As d'or des jeux experts de l'année 2018. 18, 2018. Assez tardivement d'ailleurs, pour un jeu qui est sorti en 2016. Oui, et d'ailleurs c'était un peu la surprise parce il jurait par rapport aux 2 autres jeux qui étaient dans la même gamme. Là on avait un JCE, donc ce qui était un peu Et en plus surprenant, coopératif. coopératif. Euh, J'en avais déjà parlé en disant que moi j'avais fait donc le jeu de base, j'avais pas aimé en fait, j'avais pas aimé le jeu. J'avais trouvé ça un peu plat, un peu froid. Et je me suis laissé tenter avec les jeux de Chaps, enfin coucou à Chaps. On avait fait la première campagne ensemble, où là, j'avais trouvé qu'au contraire, je m'étais régalé, très envie d'y retourner, parce que j'avais trouvé l'histoire plus prenante, Ouais. plus immersive, plus travaillée, Ouais. alors que le jeu de base, il est, selon moi, il était un peu plus froid, un peu plus distant. Et du coup, je me dis, voilà, pour les gens qui vont découvrir le jeu, peut-être ne vous laissez pas avoir par votre première impression, parce que la suite, en fait, les autres campagnes sont quand même assez intéressantes. Alors justement, la boîte de base, elle a 2 fonctions. Enfin, cette fonction justement d'introduire les gens au jeu. Je dirais qu'on reste dans un bestiaire relativement classique. On a C'est ça, des ghouls, on a un peu des zombies, enfin des monstres apparentés, zombies, loups-garous, tout ça. Donc on est plus dans quelque chose, on va dire, assez confortable au niveau des iconographies, au niveau des monstres qu'on va rencontrer, et vraiment pour se concentrer sur la maîtrise de la mécanique du jeu en fait. Et c'est à partir du moment où on va commencer les campagnes que là on va vraiment rentrer dans le mythe en fait. Et c'est là que. Moi je trouve que par rapport à tous les jeux, bon, je commence à avoir quelques jeux sur le monde de Cthulhu au sens large. Je trouve que de tous les jeux, c'est le seul en fait qui a une histoire qui se tient. C'est-à-dire que tu vas jouer par exemple au Contrer l'horreur, il va se passer ça à Shanghai, il va se passer ça à Arkham, il va se passer ça à Rome. Bon ben voilà, les trucs, ils ont été faits pour être lus dans n'importe quel sens, t'as pas vraiment de narration, t'as pas vraiment... Tu te fais ta propre histoire, c'est cool, t'as une ambiance, etc. Mais il n'y a pas d'écriture concrète sur les enchaînements des choses. Et là oui, là la mécanique de jeu en fait fait que tu vas passer d'un lieu à l'autre, et forcément il va arriver des choses dans ce lieu-là
Tu vas avoir des contraintes pour pouvoir accéder à d'autres lieux, et tu vas avoir une situation qui va devenir de plus en plus tendue au fur et à mesure où tu vas attendre les tours, parce qu'en fait, ce qui fait, on peut parler des différents decks en fait. On a deux decks qui racontent vraiment l'histoire qui va se passer dans le scénario. Dans le scénario, en fait, on a le deck d'intrigue et le deck d'acte. Donc je crois le deck d'intrigue, c'est le deck qui est plutôt favorable aux investigateurs, qui va pouvoir avancer quand on va trouver des indices qui vont nous permettre d'avancer dans l'histoire, d'avancer de manière positive. Des personnages, rencontrer des personnages. Voilà, rencontrer de nouveaux personnages, trouver des objets, ce genre de choses, découvrir de nouveaux lieux. Et après, il y a l'acte. Et alors j'espère que je ne fais pas de confusion entre les deux, parce que j'ai tendance à les confondre les deux. Et il y a l'acte, en fait, qui en fait le mythe, qui est en fait basiquement un compteur de tours, un compteur de tours qui va faire que plus on va mettre du temps à avancer dans l'histoire, plus ça va être chaud pour nos fesses, quoi. Ce que je voulais dire par rapport aussi à la rejouabilité, parce que j'y reviens, en fait, un scénario, on va le rejouer parce que on n'aura pas forcément réussi à la première fois, on aura envisagé de nouvelles manières de jouer les personnages au scénario suivant, enfin au scénario en cours, et surtout on a la possibilité de moduler en fait la difficulté, donc par le choix des pions KO, et on va se dire ben, je monte d'un cran de difficulté et je refais le scénario, et ça me donne de nouvelles expériences et de nouvelles sensations. Et aussi, il y a sur la carte du scénario, en fait, on a des tokens qu'on peut piocher donc, lors des tests de compétences qui vont avoir une fonction spécifique en fonction du scénario. Donc là, on a en fait des mêmes tokens qui vont avoir une fonction vraiment typique, adaptée en fait au scénario qu'on C'est joue. ça, moi je me souviens, c'était des indices, on collectait ces tokens-là, il me semble, et quelqu'un qui les stockait. Alors, d'un côté, tu as les indices, et après, tu as les tokens, les jetons de KO, en fait. Hein. Ce que j'appelais tokens, c'est jetons de KO. Oui. En fait, qui peuvent avoir des numéros. Donc, en fait, en début de campagne, la première campagne qui se trouve dans la boîte de base, on a quatre possibilités d'organiser en fait ces tokens. Ça va de la plus facile, où là on veut juste suivre l'histoire et on va y aller comme dans un couloir et ça va être tranquille. On va jamais avoir de catastrophe parce qu'on va toujours réussir ces tests de compétences. Et après, on va avoir des choses de plus en plus dures et des choses qui vont de plus en plus potentiellement nous faire échouer nos tests de compétences. Et donc du coup, c'est là qu'il va vraiment savoir comment jouer ses cartes, comment jouer ses bonus pour pouvoir assurer ses actions et avoir le moins de catastrophes possible. Donc, scénario rejouable avec le côté legacy. Donc, on peut choisir de faire un scénario, aller dans cette direction et voir ce qui va se passer sur la campagne, refaire le scénario, aller dans une autre direction, refaire le scénario avec une difficulté différente. Refaire le scénario avec un personnage différent. Donc globalement, c'est pas du tout inintéressant en termes de rejouabilité, c'est pas du tout inintéressant de refaire le scénario plusieurs fois parce qu'on a vraiment des possibilités de moduler en fait la manière dont on va l'envisager. Et puis c'est un JCE, donc forcément c'est un jeu à investissement, c'est-à-dire que ce soit financier quand même parce qu'il faut quand même des boîtes, surtout si on veut jouer à 4. Plus les extensions, mais un investissement à préparer les decks, etc., à travailler les choses. Mais ce qui est avantageux, c'est que c'est pas un investissement pour les copains avec qui on joue. C'est-à-dire si c'est moi qui achète les boîtes et qui prépare les decks, qui ait cette envie-là en fait. Faut pas que ça fasse peur aux autres joueurs parce que les autres joueurs ils viennent. Moi c'est ce qui s'est passé. Moi j'ai jamais préparé les decks. Je suis arrivé, le deck était préconstruit. On m'a expliqué les règles rapidement. C'est pas trop complexe à appréhender. Et hop, on a pu jouer et c'est assez plaisant. Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur du côté JCE, du côté où là on va passer longtemps le nez dans les cartes dans sa boîte à préparer. Pas du tout. Et ça aussi je trouve c'est un point fort, c'est qu'il n'est pas inabordable par l'extérieur. Là où d'autres JCE, j'en ai fait certains, on sent qu'il y a un investissement dans le temps, c'est-à-dire que si on ne travaille pas, je pense à Netrunner par exemple, qui était vraiment très intéressant comme jeu. Moi, j'ai dû abandonner parce que ça demande un investissement d'apprentissage, de préparer vraiment sa manière de jouer, d'y jouer plein de fois,
pour comprendre les subtilités, etc. Là, même si on découvre le jeu, on peut quand même venir s'amuser avec celui qui a acheté la boîte et tout. Et ça, je trouve que c'est la force de celui-là, surtout que l'univers très immersif. Et moi, je le finirai là-dessus. Je pense que... Après, ce qu'il faut dire, c'est que celui qui s'amuse à faire du deck building entre les parties, c'est le propriétaire du jeu. C'est ça. C'est la C'est limite, ça qui quoi. fait... C'est-à-dire que si... Ou alors, il faut évidemment que ce soit des joueurs habituels avec qui on va faire une campagne, très classiquement, dans une partie jeu de rôle. c'est ça. Ce que je tiens quand même à souligner, c'est que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, tu en parlais, c'est que ça va être un investissement en temps, ça va être un investissement en argent. On va acheter la boîte de base pour se familiariser avec le jeu et avoir des scénarios d'introduction faciles. Puis après, derrière, ben, quand on part sur une campagne, ça veut dire une boîte à 30 balles, ça veut dire 6 paquets à 15 balles. Donc déjà, une campagne, ça fait un bon investissement. Il y en a 3 et c'est juste des cartes. Hein, voilà. Donc c'est quand même un investissement. Donc il faut avoir mûrement réfléchi son choix avant de partir sur un jeu comme ça. Donc, comme toujours, le meilleur moyen de découvrir un jeu, bah, c'est d'y jouer. Donc, n'hésitez pas, si vous avez quelqu'un dans vos connaissances qui lui possède les jeux, en ludothèque parfois, certaines ludothèques peuvent l'avoir. En association, je pense que ça va être plus facile en association, voire en boutique spécialisée en jeux de cartes ou jeux de cartes évolutifs. Voilà, n'hésitez pas, essayez de vous lancer dans l'aventure. De toute façon, c'est Cthulhu, c'est Lovecraft, donc c'est toujours un bon moment. mettez-vous à l'aise, baissez les lumières, mettez un petit peu de musique d'ambiance et tout va mal se passer. C'est ça. Et au revoir la santé mentale.